Monsieur Assi Meksan, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes statisticien. Avec nous, nous allons parler de l'intelligence artificielle. C'est juste après ceci. Alors, e-Digital s'intéresse aujourd'hui à l'intelligence artificielle. Depuis longtemps, on nous parle d'intelligence artificielle, le monde va venir, ça va changer, tout ça. Dites-nous tout, monsieur Meksan, bonjour. Bonjour, monsieur. C'est quoi l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle, c'est cette technologie qui a pour but de permettre de créer des entités, des logiciels, des robots qui prennent des décisions qui sont cohérentes. Avec toutes les informations qu'elles ont, c'est prendre des décisions qui sont cohérentes. Des décisions qui sont cohérentes. Qui sont cohérentes. C'est-à-dire, C'est-à-dire, quelle est la cohérence, hein? Quel est le niveau, le degré de cohérence de ces décisions-là? le niveau de cohérence est défini par, c'est la meilleure décision qui soit en fonction des informations que j'ai à l'instant. Un exemple d'utilité de l'intelligence artificielle dans notre société de tous les jours. Oh, dans notre société de tous les jours, l'intelligence artificielle permet de diagnostiquer des maladies, permet de déterminer qui a accès au crédit, permet de programmer les horaires des bus. Tout le monde a un smartphone. Quand tu vas sur une application, un moteur de recherche, ce que tu vois est défini par ça. Quelquefois, ça peut même te renfermer dans ce qu'on appelle une bulle, puisque tout est filtré en fonction de ça. L'intelligence artificielle permet aussi à des entités de pouvoir négocier de manière dématérialisée. L'aéroport de Stansted a un drone qui empêche... Stansted, c'est où? Au Royaume-Uni. Oh, okay. Qui empêche des avions d'atterrir et de décoller. Ils contactent de manière autonome les autres aéroports pour leur demander est-ce qu'ils ont de la place pour lui. Alors, monsieur Meksan, oui. Vous êtes statisticien. Statisticien. Oui. Voilà, j'y arrive. Alors, dites-nous, est-ce que l'intelligence artificielle n'a pas montré ses limites avec les nombreux bugs auxquels nous sommes sujets depuis quelques années maintenant? Non. L'intelligence artificielle n'a pas encore montré ses limites à ce niveau-là. Les bugs qu'on constate, ce sont des phénomènes qui sont normaux à tous les logiciels qui sont développés. C'est pour ça que lorsqu'on développe des logiciels, il y a des phases de test, il y a des phases d'évaluation. Quelle que soit la technicité d'une équipe, il y aura toujours des bugs. L'idée, c'est que ces bugs-là soient minimisés. Mais ça ne demande pas la limite. Mais justement, c'est ça, c'est pas trop minimisé parce que c'est de plus en plus récurrent dans les banques, les bugs à l'aéroport, dans les banques, des bugs aussi dans les administrations. Est-ce qu'on ne peut pas humaniser un peu l'intelligence artificielle, si on peut s'exprimer ainsi? Je pense qu'actuellement, ce à quoi on assiste, c'est que maintenant tout le monde a recours à ces services, donc on peut se rendre compte des problèmes qui existent, mais ces problèmes-là existaient avant, ces problèmes ne sont pas plus accentués. Alors, on va revenir sur le smartphone, parce que c'est un condensé, un concentré aujourd'hui, hein, au quotidien de ce qu'on a. C'est l'exemple le plus achevé hein, de ce côté quotidien là, de l'intelligence artificielle. Oui. Si on veut prendre ça du point de vue philosophique, est-ce que ça fait avancer la société? Si ça fait avancer la société techniquement, est-ce que ça ne la fait pas reculer au niveau de l'éthique? C'est un débat. Hein. Oui, c'est un débat qu'on aura l'occasion de développer un peu plus tard, j'espère, dans nos prochaines éditions. Pour revenir à la question, le téléphone et d'autres gadgets qui existent sont là pour augmenter l'intelligence. C'est pour cette raison qu'il est important pour les usagers de comprendre comment ces technologies fonctionnent pour mieux les utiliser. Parce que les outils sont là pour augmenter l'intelligence, mais un mauvais usage peut ne pas permettre de tirer pleinement parti de ces technologies-là. Il y a des personnes qui utilisent le téléphone pour faire des selfies. Il y a des personnes qui utilisent le téléphone pour envoyer des messages. Il y a d'autres qui utilisent le téléphone pour détecter si leurs plantes sont malades. Les deux usages sont possibles. Il y a un usage qui augmente, qui crée de la valeur. Il y a un usage, par contre, qui est purement du loisir. Donc, on peut faire ce qu'on veut, mais
l'intelligence artificielle est là pour augmenter nos capacités. C'est vrai qu'il y a des, il y a des questions qui sont brûlantes, l'éthique, le fait de collecter des données sur des personnes sans leur consentement. On a vu le récent cas de Google qui est parti collecter de manière non consensuelle les informations des sans-abri parce qu'ils étaient noirs, pour avoir plus d'informations sur leur visage. Mais ce sont des éléments qui sont nouveaux. Comme toute science qui est en train de se mettre en place, on a toujours un début où des choses se font et après on met ensemble un cadre qui va canaliser, qui va guider les pratiques. Est-ce que nos pays africains sont intelligence artificielle compatibles, si on veut parler comme ça? Oui, bien sûr. Et je pense qu'il y a beaucoup de potentiel. C'est l'un des dangers auxquels on fait face chez nous, c'est qu'on n'a pas l'impression que les États anticipent. Par contre, il y a des applications qui peuvent permettre à des secteurs de se développer pleinement. La sécurité, la mobilité, l'agriculture, l'éducation. Il est important à tous ces États, à nos États, de prendre leurs responsabilités, de définir des stratégies nationales pour intégrer ces technologies-là. En tout cas, c'est très important. Et déjà, dans les écoles, il y a le bon côté des choses. Dans les écoles, on appréhende aussi, on apprend aux gens, aux uns aux autres, à déjà vivre dans une société qui sera très intelligence, entre guillemets, intelligence artificielle. Hein, parce que nous sommes en 2019, aujourd'hui, on voit un peu le niveau. On imagine dans 30, 50 ans, nos enfants, nos petits-enfants seront dans un monde vraiment... Ce sera un autre level, comme on dit, M. Assi. Oui. Comment vous entrevoyez ça? Comment vous voyez l'avenir de l'intelligence artificielle? Je vois une intelligence artificielle actuellement qui évolue, qui va continuer d'évoluer. Davantage de personnes en auront la connaissance, pourront interagir, pourront mieux capitaliser sur les avancées de cette technologie-là. Chez nous, la formation va permettre à beaucoup de personnes de pouvoir interagir avec ces outils. Ce que ça va permettre de faire, c'est qu'on va apprendre à mieux vivre avec ces personnes. On a tendance à voir... Est-ce que l'intelligence artificielle ne nous rend pas paresseux? Parce qu'il y a des choses qu'on peut faire encore pour travailler nos neurones, nos méninges, tout ça. Mais je suis avec mon enfant en train de faire un exercice de mathématiques. Et en cachette, moi, j'ai mon téléphone, mon smartphone, et j'ai déjà les résultats. C'est-à-dire, bref, pour parler comme un philosophe, l'intelligence artificielle fait que l'homme ne sait plus souffrir. Non. Parce que ici, il y a la technologie qui est là, le téléphone ou bien Internet. Et il y a le comportement, la tricherie existait mais bien avant ça. Donc c'est un fait comportemental, ce n'est pas un fait technologique en soi. Oui, mais la tendance, le fait d'avoir à portée de main un circuit facile peut augmenter la tricherie, même si elle existait avant, ça peut l'augmenter. Oui, ça peut l'augmenter, mais actuellement, les meilleurs outils qui sont conçus évidemment par des professionnels de l'éducation, et les modèles existent, montrent que ça a tendance à augmenter la capacité des élèves à réussir aux examens. On en a l'exemple le plus probant en Chine, où l'éducation avec l'intelligence artificielle connaît un boom et les résultats sont vraiment satisfaisants. Alors, si on veut faire le point de notre pays aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, quels sont les symboles parlants de l'intelligence artificielle dans notre pays? Les symboles de l'intelligence artificielle au quotidien, dans nos villes, tout ça, comment ça se décline? Au quotidien, on a, je vais prendre... Les feux? Non, les feux qu'on a ne sont pas des feux on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. Donc ce sont des feux qui sont fixes. Fixes, d'accord. Voilà. Dans d'autres pays, tu peux voir des feux qui changent en fonction de la présence de véhicules. Mais ici, les entreprises qui ont adopté l'intelligence artificielle très tôt sont les télécoms, les banques. Je vais prendre un crédit à la banque.
on détermine ce qu'on appelle un score, qui me détermine mon aptitude à rembourser ce prêt-là. On fait une simulation. Oui, et on voit est-ce que je peux rembourser ce prêt. En télécom, on décide de positionner une agence. On va se regarder comment les personnes se déplacent et décider de l'endroit idéal. En banque comme en télécom, je veux un usager a déjà 2 profils ou 2 produits. Quel est le produit le plus probable qu'il peut utiliser en plus pour lui envoyer une campagne supplémentaire? C'est comme aussi pour les élections dans nos pays développés où on a l'élection le matin et à 19 h, on a les résultats, c'est des projections. Est-ce que là aussi l'intelligence artificielle n'intervient pas? Pour les élections, ça... Vous êtes statisticien, donc vous en savez quelque chose. Pour les élections, comme ce sont des résultats, c'est vraiment un dépouillement. Oui, mais il y a des projections qu'on fait. Oui, pour les sondages, oui. Pour les sondages, l'intelligence artificielle, le sondage, c'est un sous-domaine de l'intelligence artificielle. Comment définir les différentes zones, comment faire les estimations, oui. Par contre, pour le dépouillement, ça, c'est vraiment compter ce qui est là. Mais pour le sondage, oui, ça intervient beaucoup, puisqu'après, il faut tenir compte des différentes zones et faire des projections, voir comment ça dépend d'autres facteurs. Oui, ça intervient beaucoup. Monsieur Assi, je ne peux pas vous recevoir sans vous parler un peu de ce côté pervers de l'intelligence artificielle, où de plus en plus maintenant, on a l'impression des fois qu'on est espionné. On est espionné. Il y a eu le débat, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu Wikileaks, vous avez certainement entendu parler. On a l'impression qu'on est sous surveillance. Est-ce que là, je reviens là-dessus toujours, hein, sur le côté éthique. Est-ce que l'intelligence artificielle ne nous déshumanise pas? Non. On a le pouvoir de faire de l'intelligence artificielle ce qu'on veut. Parce que... Est-ce que ce pouvoir-là ne peut pas se retourner contre nous? Non, je pense qu'on est vraiment loin de tous les scénarios de science-fiction. C'est sûr? Oui, vraiment loin. Les meilleurs programmes n'arrivent même pas à se comporter comme un enfant de 2-3 ans. C'est pas possible. On voit actuellement le robot qui essaie d'imiter l'homme. Il y a le robot qui a battu Kasparov à l'échec, au jeu d'échecs. Oui, ça... Ah, ça, c'était pas l'intelligence d'un enfant de 2 ans, c'était plus que ça. C'est une intelligence qui est sur un domaine spécifique. Actuellement, l'intelligence artificielle peine sur ce qu'on appelle le bon sens, sur le raisonnement, sur des éléments qui sont faciles pour nous. L'intelligence artificielle a besoin de milliers, de millions d'informations pour pouvoir apprendre quelque chose de nouveau. Un enfant avec 2-3 observations, il peut généraliser. C'est là que l'intelligence artificielle peine. Et on a besoin de créer plusieurs programmes pour différents usages, ce qui est quasiment un peu compliqué. L'idée, c'est de trouver un algorithme unique qui peut permettre de faire tout, mais on est très loin de ça. Donc, on a la possibilité de faire ce qu'on veut de l'intelligence artificielle, puisque c'est nous qui programmons dans la machine. Donc, on a notre destin en main. C'est à nous de décider de former nos populations aux éléments basiques. C'est à nous de prendre les méthodes qui existent sous d'autres cieux. On n'a pas besoin des méthodes qui sont les plus pointues. Les méthodes actuelles, basiques, qui ne sont pas brevetées, peuvent être appliquées à des scénarios qui nous concernent et qui vont avoir un impact dans nos vies. Ça, c'est très important. Alors, le côté que moi, j'aimerais aussi prendre en compte, c'est le côté où ça favorise, par exemple, tous ceux qui sont dans le système éducatif. Là, par exemple, l'intelligence artificielle, dosée, je précise, dosée, peut nous aider, Surtout nous en Afrique, avec nos effectifs pléthoriques, dans les classes, avec les conditions d'accès difficiles, du fait du transport, tout ça, ça peut nous aider, n'est-ce pas? Oui, beaucoup. La mesure où on peut définir, avec des psychologues bien sûr, ce n'est pas l'intelligence artificielle seule, des psychologues, des spécialistes d'éducation définissent, en fonction des études préliminaires, les différents types de profils qui existent de personnes qui peuvent, comment les personnes apprennent. Et des programmes spécifiques sont conçus. Et le problème va se résumer à savoir quel élève fait partie de quel profil pour lui donner le bon programme et de la bonne manière.
Ça, c'est très important. Alors, pour récapituler, hein, M. Mexon, qu'est-ce qu'on peut dire de l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle, c'est une technologie qui est dans notre quotidien, qu'on ne doit pas ignorer, qu'on ne peut plus ignorer, parce que qu'on l'ignore ou non, elle va définir comment nos vies évoluent, parce que ça se trouve dans tous les pans de nos vies. On a la responsabilité d'apprendre plus pour pouvoir mieux contrôler à la fois ce qu'on veut de la technologie et comment mieux tirer parti d'elle. Okay. C'est clair qu'il y a des risques, il y a des limites. On évoquera ces problématiques bientôt, mais il y a un maximum d'éléments positifs à gagner. Merci beaucoup. Vous pouvez